Les relations avec les enfants sont parfois difficiles, particulièrement pendant la période de l'adolescence, lorsque les parents essaient de guider leur progéniture sur le bon chemin. Mais parfois, un excès de soins peut mener à des conséquences imprévues. Dans la petite ville de DeBary, en Floride, près d'Orlando, vivait Gail Clevenger, une mère et épouse de 46 ans. Née le 4 juillet 1972, elle était l'une des 6 enfants d'une famille problématique. Sa petite enfance a été marquée par une atmosphère difficile à la maison. Les parents menaient une vie chaotique, abusaient de l'alcool, ne s'occupaient pas suffisamment des enfants et ne pouvaient pas garder un emploi plus de quelques mois. Avec 4 sœurs et un frère, Gail a grandi au milieu du chaos familial. Mais les frères et sœurs ont pu être un soutien fiable les uns pour les autres. Étonnamment, toutes ces difficultés n'ont fait que renforcer le caractère de Gail. Elle est devenue une personnalité optimiste, amicale et confiante. Dès son plus jeune âge, elle s'intéressait à l'art. D'abord le violon, puis la peinture. Avec le rêve de consacrer sa vie à l'art, Gail comprit que le chemin serait difficile sans le soutien parental. Elle décida de commencer par un métier plus sûr. En 1990, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle s'inscrivit à l'université de Miami en architecture. Grâce à son intelligence naturelle et son travail acharné, elle s'est révélée être une excellente étudiante et a obtenu son diplôme avec distinction. La jeune et déterminée Gail était pleine d'énergie et d'ambition. Bien que l'architecture soit considérée comme un domaine difficile pour les femmes, elle réussit à trouver un emploi dans son domaine en l'espace d'1 mois. Sa carrière se développait rapidement, mais sa vie privée n'était pas aussi réussie. Au milieu des années 90, elle commença à fréquenter un jeune homme, et bientôt leur relation se transforma en mariage. Malheureusement, l'union s'avéra malheureuse. Les problèmes qu'elle connaissait depuis sa jeunesse revinrent dans sa vie. Grâce au soutien de ses amis, Gail put mettre fin à cette relation. Ses proches l'aidèrent à se protéger de son ex-mari et à obtenir une ordonnance judiciaire lui interdisant de s'approcher. Le seul point positif de cette période fut la naissance de son fils Gregory Ramos, dont elle obtint la garde. Malgré son passé difficile, Gail ne perdit pas la foi en la possibilité de fonder une famille heureuse. Au début des années 2000, le destin la mit en contact avec Daniel Clevenger. Il s'avéra être une personne calme et fiable qui partageait ses valeurs familiales. Gail sentit que le bonheur lui souriait enfin. Bien qu'elle fût prudente au début, elle se convainquit avec le temps des intentions sincères de Daniel. Après 1 an, ils décidèrent de se marier. En 2018, ils vivaient ensemble comme une grande famille. Gail, Daniel, son fils Gregory et les enfants de Daniel issus de son précédent mariage, dont la mère les avait abandonnés en bas âge. Ainsi, Gregory eut un demi-frère et une demi-sœur. À cette époque, la vie de Gail était réussie. Elle faisait carrière, mais les affaires familiales continuaient de l'inquiéter, particulièrement en ce qui concernait son fils Gregory Ramos, né en 2003. Depuis son plus jeune âge, Gregory restait en retrait. Bien qu'il eût des amis, son cercle de connaissances restait très restreint. Dans un environnement inhabituel, il était mal à l'aise et avait du mal à entrer en contact avec les autres. La mère inquiète essaya de l'aider à devenir plus sociable en l'inscrivant chez les scouts. Gail inscrivit également son fils à des cours de karaté, espérant que le sport lui donnerait plus de confiance en lui et l'aiderait à mieux s'entendre avec ses pairs. Malgré la présence d'un demi-frère et d'une demi-sœur, aucune relation étroite ne se développa entre eux. Les gens aux alentours remarquaient l'attention extraordinaire de Gail pour son fils. Elle consacrait tout son temps libre à Gregory et essayait de lui offrir une vie confortable qu'elle n'avait pas eue dans sa jeunesse. Elle gâtait son fils dans l'espoir de lui créer des conditions idéales. Jusqu'en 2018,
La famille s'était installée dans une maison spacieuse où chacun avait sa propre chambre. Gail était heureuse d'avoir pu réaliser son rêve d'une vie familiale heureuse. Cependant, tous ne partagèrent pas son optimisme. Au collège, Grégory restait réservé et avait un petit cercle d'amis. Il ne se démarquait pas parmi ses camarades de classe, montrait des résultats moyens à l'école et manifestait peu d'enthousiasme pour quelque activité que ce soit. On avait l'impression que toutes ces activités relevaient davantage de l'initiative de sa mère que de son propre désir. Grégory était un jeune homme assez renfermé. Il passait rarement du temps avec des amis après les cours et préférait se retirer dans sa chambre devant son ordinateur. Ses principales occupations étaient les jeux vidéo et la musique forte qu'il écoutait constamment dans sa chambre. À cette époque, il développa des problèmes de comportement, y compris des conflits avec les autres, qui attirèrent l'attention de la police. Sa mère, voulant protéger son fils, réussit à convaincre les représentants de la loi de leur donner la possibilité de corriger la situation eux-mêmes. L'assistant social pour la jeunesse examina Grégory et conclut que le problème ne résidait pas dans ses capacités. Le jeune homme ne voulait simplement pas faire d'efforts pour atteindre des objectifs. La situation était compliquée par la phase difficile de l'adolescence. Gail s'inquiétait beaucoup des conflits de son fils avec la loi. Bien que rien de critique ne se soit produit jusqu'alors, elle craignait que sans un contrôle approprié, tout ne s'aggrave. La mère essayait de diriger l'énergie de son fils vers l'apprentissage plutôt que vers les jeux. Son attention constante aida à améliorer ses résultats. Cependant, Grégory résistait à toute tentative d'influencer sa vie. Avant l'hiver 2018, la situation dans la famille s'aggrava à nouveau. Bien que les notes restaient moyennes, le programme devenait plus difficile, les résultats se détérioraient et le jeune homme ne montrait aucune envie d'apprendre. Lorsque de nouveaux sujets commencèrent dans différentes matières, Grégory prit du retard. La mère essaya d'aider dans l'apprentissage mais se heurta à de la résistance. Quand ils remarquèrent que le soutien améliorait effectivement les performances, le beau-père de Grégory et ses enfants commencèrent aussi à aider la mère. Les parents unirent leurs forces pour diriger l'attention du fils vers l'apprentissage et obtenir les résultats souhaités. Le 1er novembre 2018, Daniel partit avec les plus jeunes enfants chez des parents dans une autre ville. Seuls Gail et le fils aîné restèrent à la maison. Bien qu'elle n'eût pas de soutien ce jour-là dans les conversations éducatives, la femme continua d'insister sur l'importance de l'éducation. Le soir, après avoir examiné les notes, Gail remarqua que les performances de Grégory baissaient à nouveau. Elle eut une conversation sérieuse avec lui sur l'importance de l'apprentissage, de l'obtention du diplôme et des perspectives futures pour l'université. Comme d'habitude, le jeune homme écouta avec indifférence, sans montrer d'émotion. Progressivement, la tension diminua. Le lendemain, Grégory alla en cours comme d'habitude. Les gens autour de lui ne remarquèrent rien d'inhabituel. Il resta la même personne silencieuse et renfermée qui ne communiquait qu'avec un cercle restreint d'amis. Après les cours, il prit le chemin de la maison. Vers 3 heures de l'après-midi, le 2 novembre 2018, un Grégory agité appela le numéro d'urgence 911. Il informa les répartiteurs qu'il venait de rentrer de l'école et avait découvert des traces d'effraction sur la porte ainsi que du désordre dans la maison. Il n'entra pas, craignant la présence possible d'un étranger. Le jeune homme précisa immédiatement qu'il avait passé toute la journée à l'école. Ce qui l'inquiétait particulièrement était le fait que la voiture de sa mère était garée devant la maison. À l'intérieur régnait un silence inhabituel et il s'inquiétait de l'état de Gail qu'il ne pouvait trouver nulle part. Grégory émit l'hypothèse que sa mère pourrait être au travail et s'y être rendue dans une voiture étrangère. Peut-être qu'un collègue l'avait prise le matin. Cependant,
Les traces d'effraction et le désordre dans la maison suscitaient de sérieuses inquiétudes quant à son bien-être. L'employé du centre d'urgence parla calmement avec le jeune homme et essaya de clarifier la situation. Une patrouille se rendit immédiatement à l'adresse indiquée de la famille Kliminger. Grégory, inquiet, attendait la police dans la rue. Il montra la porte endommagée et semblait très préoccupé. L'incident attira l'attention des voisins. Plusieurs personnes vinrent soutenir le jeune homme visiblement confus. Grégory essaya plusieurs fois de joindre sa mère par téléphone, mais n'entendit que la messagerie. Sur la porte d'entrée, des dommages évidents étaient visibles au niveau des charnières. À l'intérieur régnait un chaos total. Meubles brisés, objets en verre cassés. La voiture de Gail était effectivement garée devant la maison. L'examen du véhicule ne révéla aucune trace suspecte. Les policiers remarquèrent que la dévastation dans la maison ne ressemblait pas à un cambriolage ordinaire. Il semblait que quelqu'un avait délibérément détruit les biens. Étonnamment, les voisins déclarèrent n'avoir entendu aucun bruit. Selon la déclaration de Grégory, tout devait s'être passé pendant qu'il était à l'école. L'absence de Gail restait le plus préoccupant. Le jeune homme était dans un état tellement agité que les autorités décidèrent de l'emmener dans un centre médical pour examen et possible médication calmante. La situation était compliquée par le fait que les autres membres de la famille étaient en voyage. Dans la maison, il n'y avait que Gail et Grégory, ce qui rendait la situation particulièrement inquiétante. Personne ne pouvait supposer qui pourrait être impliqué dans cet incident. Après avoir examiné le passé de la femme, les enquêteurs envisagèrent une possible implication de son premier mari, avec qui elle avait eu une relation compliquée. Cette hypothèse fut cependant rapidement écartée. L'homme était au travail, ce qui fut confirmé tant par des collègues que par des enregistrements de caméras. Les enquêteurs contactèrent Daniel, le second mari de la disparue, dans l'espoir d'obtenir des informations supplémentaires. Le beau-père de Grégory fut bouleversé par l'incident et ne pouvait imaginer qui pourrait y être impliqué. Ensuite, le jeune homme fut invité au poste pour interrogatoire. Les enquêteurs espéraient en sa coopération. Après tout, il s'agissait de sa mère. Mais dès les premières 5 minutes, ils remarquèrent son étrange hésitation à soutenir l'enquête. Il hésitait dans ses réponses, et sa nervosité initiale fut remplacée par une concentration inhabituelle. Des marques fraîches sur son corps, qui ressemblaient à des traces de résistance, attirèrent l'attention. Sur le visage de Grégory, on pouvait voir des gonflements et des traces de contusion. Quand on l'interrogea à ce sujet, il expliqua tout par une bagarre à l'école. Cependant, lorsqu'on lui demanda de donner des détails et de nommer les participants au conflit, son histoire devint confuse et peu claire. Il ne pouvait même pas nommer les instigateurs. Il semblait que le jeune homme inventait l'histoire spontanément. Quand il remarqua la méfiance de la police, Grégory commença à éviter ce sujet. L'un des enquêteurs remarqua les incohérences et commença à observer plus attentivement le comportement du jeune homme. Au cours de la conversation, son inquiétude grandit. Les policiers croyaient de moins en moins à ses paroles. Grégory se passait constamment la main dans les cheveux, se frottait les membres, fermait les yeux en répondant et croisait les bras. Son langage corporel trahissait clairement l'inquiétude et le désir de se fermer à la conversation. Les enquêteurs reconstituèrent les événements des 2 derniers jours lorsqu'il était resté à la maison avec sa mère pour déterminer la suite de l'enquête. Les forces de l'ordre remarquèrent une particularité. Grégory pouvait rapporter sa matinée et son retour de l'école à la minute près, comme s'il lisait un emploi du temps. En revanche, il avait du mal à se souvenir ne serait-ce que de l'heure approximative du dîner de la veille ou de sa dernière rencontre avec sa mère. On avait l'impression qu'il avait particulièrement réfléchi à cette journée pour ne laisser aucun vide temporel, mais avait négligé d'autres détails.
Les enquêteurs étaient sceptiques face à l'histoire du jeune homme. Pendant la conversation, l'un d'eux s'enquit de la relation de Grégory avec sa mère. Au lieu de parler comme d'habitude de la vie de famille, il répéta plusieurs fois qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Cela intrigua les policiers. Jusqu'à ce moment, il n'avait été question que d'un possible cambriolage, pas de quelque chose de plus grave. Après 1 heure de conversation, le comportement de Grégory devint plus suspect. Il commença à parler de son innocence, bien que personne ne l'ait interrogé à ce sujet. Puis il essaya d'attirer l'attention sur un groupe d'amis étranges, suggérant que la police devrait les examiner. À ce moment-là, il y avait beaucoup de contradictions dans le récit de Grégory. Il commençait même à se confondre dans les périodes qu'il avait précédemment décrites à la minute près. Lorsque les policiers lui firent remarquer ces incohérences, il décida de raconter une autre version. Selon ses dires, tout avait commencé la veille, lorsque sa mère l'avait réprimandé après l'école pour une mauvaise note en biologie. Dans un moment d'émotion, elle avait levé la main sur lui pour la première fois. Pendant la conversation avec les enquêteurs, Grégory raconta sa version des événements. Selon ses paroles, un conflit sérieux éclata entre lui et Gail, où la situation échappa à tout contrôle. Après l'incident, le jeune homme décida, pris de panique, de cacher ce qui s'était passé et emmena Gail en voiture. Il roula longtemps à travers la ville, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Dans son état fortement déprimé, Grégory pensa plusieurs fois à des décisions irrévocables, mais se retint et continua à conduire dans les environs. Finalement, il trouva un endroit isolé près d'une église abandonnée. En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua un endroit avec des traces de feu de camp. Là, il creusa un trou et y transporta Gail depuis la voiture. Il essaya d'enlever l'alliance de sa mère pour la vendre au mont-de-piété et brouiller l'enquête. Mais le bijou ne put être retiré, même après plusieurs tentatives. Ensuite, Grégory recouvrit simplement l'endroit de feuilles mortes et rentra à la maison comme si de rien n'était. Il se sentait très fatigué et voulait se reposer avant les cours du lendemain. À l'école, il se comporta si normalement qu'aucun des camarades interrogés ne remarqua quoi que ce soit d'étrange. Cependant, dans la nuit, Grégory se réveilla et réalisa que la simple disparition de sa mère éveillerait les soupçons. C'est pourquoi il décida le matin avant l'école de simuler un cambriolage puis d'aller en cours. Grégory prévoyait d'aller à la police après son retour. Quand il commença à créer le désordre, il réalisa que c'était trop laborieux pour une personne seule et décida de demander l'aide de ses amis. Selon les enquêteurs, la mise en scène de l'incident dans la maison était assez convaincante. Les connaissances acquises dans le cours de criminalistique, auquel Grégory s'intéressait particulièrement, l'y aidèrent. Cependant, il commit quelques erreurs essentielles. La plus importante fut qu'il ne put garder le secret sur ce qui s'était passé. Grégory partagea l'information avec ses amis Dylan et Brian et le fit même avec une certaine fierté. Il demanda à ses camarades de classe de l'aider à simuler un cambriolage dans la maison. Contrairement à ses attentes, les amis prirent l'histoire comme une blague, mais acceptèrent de participer à la dévastation. Pendant que les enquêteurs parlaient avec Grégory, ses amis témoignaient déjà dans la pièce d'à côté. Ils aidèrent à préciser la chronologie des événements et à vérifier la crédibilité des déclarations du principal intéressé. Il devint clair que ce qui s'était passé n'était pas spontané. Grégory agit de manière réfléchie. Ses amis vinrent le chercher le matin pour l'emmener à l'école. En chemin, il partagea de façon inattendue des informations inquiétantes que ses amis prirent comme une plaisanterie. Grégory n'en fut pas dérangé. Il lui importait davantage qu'il l'aide à dévaster la maison après les cours. Le groupe manqua la dernière heure de cours et se rendit à la maison de la famille Clevenger. À l'intérieur régnait déjà un chaos que Grégory avait commencé le matin. Le désordre que trouvèrent les policiers à leur arrivée était le résultat des actions communes des trois.
Les amis causèrent le chaos avec la permission de Grégory. Cependant, les enquêteurs remarquèrent un détail intéressant. Certains objets restèrent intacts. Ils appartenaient tous au jeune homme. Parmi les objets préservés se trouvait le cadeau de son père. Un fusil de chasse, un arc de sport, un ordinateur de jeu et d'autres objets précieux pour Grégory. Après avoir terminé la dévastation, les amis souhaitèrent simplement bonne chance et partirent, bien que le plan ne fût pas encore achevé. Ensuite, Grégory s'adressa aux forces de l'ordre et mit en scène un cambriolage. Il devait jouer le rôle du fils inquiet. Pendant l'enquête, certains effets personnels de Gail furent retrouvés chez Dylan. Cela aida à obtenir des aveux du jeune homme. Son mensonge fut facilement découvert, car tous les objets furent détruits, sauf les possessions de Grégory. Le plus difficile fut d'obtenir une déclaration de Brian. Il nia obstinément sa participation à l'incident, bien que les autres participants eussent déjà rapporté le rôle de chacun. Finalement, grâce aux témoignages des autres, il fut possible de reconstituer la chronologie des événements. Quand ces informations furent présentées à Grégory, il cessa de nier. Il devint clair que l'incident avait été soigneusement planifié à l'avance. Cela ne ressemblait pas à un accident ou à de la légitime défense. À ce moment-là, de nombreuses connaissances de la famille Clevenger avaient été interrogées, qui confirmèrent le caractère difficile du jeune homme. Pour eux, le comportement de Grégory n'était pas surprenant. Malgré la gravité de la situation, les 3 détenus continuèrent de s'amuser au poste et ne comprenaient assez visiblement pas la gravité de leurs actes. Dylan et Brian plaisantèrent sur les peines possibles, sans saisir le sérieux de la situation. Naturellement, leur responsabilité n'était pas aussi lourde que celle du principal impliqué. Maintenant, l'enquête devait clarifier l'étendue réelle de leur participation. Après l'interrogatoire, tous les 3 furent placés sous surveillance dans le département de la justice pour mineurs. La police trouva Gail à l'endroit indiqué. Il était évident que les tentatives d'effacer les traces avaient été exécutées de manière extrêmement négligente. Le 4 novembre 2018, Grégory Ramos fut inculpé d'incidents graves avec sa mère ainsi que de dissimulation de preuves pour éviter la responsabilité. Les audiences judiciaires se déroulèrent dans une atmosphère extrêmement tendue. Grégory montrait souvent des émotions et demandait pardon. Beaucoup considéraient son repentir comme insincère et n'y voyaient qu'une tentative d'atténuer la peine. Les proches étaient présents dans la salle d'audience, bouleversés par les événements. Daniel et les enfants souffraient beaucoup de ce qui s'était passé. Ils avaient tous développé un lien étroit avec Gail. Il y eut beaucoup d'interventions émotionnelles. Grégory parla pour sa défense, s'excusa auprès des proches pour la douleur causée et demanda l'indulgence pour Prine et Dylan, dont il affirma l'innocence. L'accusé répéta cela plusieurs fois, mais le procureur ne s'appuyait que sur les faits et poursuivait l'enquête. Selon le témoignage de Grégory, ses amis ne comprenaient pas la vraie situation. Quand il s'en rendit compte, il présenta tout comme une plaisanterie et inventa une histoire pour expliquer le désordre dans la maison. En raison de son jeune âge, Grégory Ramos avait des chances d'obtenir une peine minimale. Pour trouver un compromis, le procureur proposa un accord. Des aveux l'aideraient à éviter la peine maximale. Grégory accepta les conditions de l'accord et rapporta les événements de cette soirée. Il parle des désaccords avec sa mère concernant ses résultats scolaires. Après la dispute, il se retira dans sa chambre et claqua bruyamment la porte. Il essaya de s'endormir, mais n'y parvint pas. Les paroles de sa mère, prononcées dans la chaleur de la dispute, ne lui laissaient pas de répit. Plus tard, il quitta sa chambre et revint à la conversation avec Gail. La situation s'envenima. Dans sa colère, Grégory perdit le contrôle de lui-même.
L'incident dura environ une demi-heure, bien qu'il eût le temps de reprendre ses esprits et de s'arrêter. C'est pourquoi ce qui s'est passé peut difficilement être considéré comme non intentionnel. Il s'avéra que Gail, pendant que Gregory était dans sa chambre, avait contacté son mari, qui était avec les plus jeunes chez des parents, et lui avait parlé de la conversation difficile avec son fils. Son mari essaya de la calmer et promit de s'occuper de tout à son retour dans quelques jours. Il ne pouvait prévoir une telle évolution. Le tribunal imposa une peine de 45 ans de prison. La possibilité d'une libération conditionnelle existera après 25 ans. Après sa libération, il sera sous surveillance constante. Malgré les demandes de Gregory d'indulgence pour ses amis, une lourde peine les menaçait également, jusqu'à 30 ans. Dylan Seglarek se vit refuser la possibilité d'une libération sous caution après les audiences des préliminaires. Dylan avait des antécédents de problèmes psychologiques. Compte tenu de cela, il y avait une possibilité qu'il se fasse du mal ou s'enfuit. Il passa les 309 jours suivants en détention préventive. Plus tard, une libération sous caution de 200 000 $ lui fut proposée, mais la famille ne put réunir cette somme. Jusqu'au 8 février 2021, il passa 828 jours dans la prison du comté, sans avouer sa participation à l'incident. C'est pourquoi l'affaire fut transmise à un jury. Lors des audiences, l'accusation manquait de preuves pour établir la culpabilité du jeune homme. Le juge prit une décision de compromis. Dylan reçut 10 ans de mise à l'épreuve. Brian Poros s'en sortit le plus facilement. Après les audiences cadres préliminaires, sa caution fut fixée à 100 000 $ que ses parents purent se réunir. Il reçut des conditions standards, mais put néanmoins terminer l'école et aller à l'université. Pendant cette période, le jeune homme ne viola jamais les conditions de sa libération. Le 8 juillet 2021, Brian comparut devant le tribunal. Les avocats soulignèrent que pendant les 3 années de liberté, il s'était montré comme un membre digne de la société. Cependant, la famille Gail insista sur une peine plus sévère et demanda pour lui la même peine que pour Dylan, 828 jours de prison et 10 ans de mise à l'épreuve. La défense argumenta que l'accusé était une victime des circonstances et qu'en raison de son jeune âge, il ne comprenait pas la gravité de la situation. Le procureur insista sur une punition et reçut le soutien des proches de Gail. Finalement, Brian reçut une peine avec sursis. Daniel, le mari de Gail, avoua plus tard qu'il avait pardonné aux jeunes hommes, car il avait réalisé que la colère ne changerait pas ce qui s'était passé. Il décida de lâcher prise et d'aller de l'avant. Quand une personne perd le contrôle d'elle-même et cède à des intentions sombres, ses actions deviennent imprévisibles, surtout quand on a 10 ans. Comment trouver une issue à une telle situation? La chance seule suffit-elle pour échapper au danger imminent? Dans un coin tranquille du Texas, près de la ville de Pampa, se trouvait une ferme isolée où vivait une famille extraordinaire. Robin Dan vivait ici avec sa mère, Michelle Conrad, son frère aîné, Zach, et son beau-père, Brian. Leur ferme prospérait grâce au dur travail du chef de famille qui avait réussi à construire une entreprise agricole prospère. Les enfants jouissaient d'une vie paisible à la campagne où régnait habituellement le calme. L'histoire de leur famille commença lorsque Michelle, après s'être séparée du père biologique des enfants, rencontra Brian. Il s'avéra être une personne merveilleuse qui établit rapidement un lien avec les enfants. Ils se marièrent bientôt et commencèrent leur vie commune. À l'automne 2005, la famille attendait un nouveau membre. Michelle était enceinte de 6 mois. Tous attendaient impatiemment l'arrivée du bébé, particulièrement Brian, qui rêvait d'avoir son propre enfant. Robin, qui avait eu 10 ans, était exceptionnellement intelligente et déterminée,
s'entendait remarquablement bien avec tous les membres de la famille. Elle entretenait même une relation chaleureuse avec son père biologique, le rencontrait régulièrement et passait les vacances d'été avec lui. Le 30 septembre commença comme un jour ordinaire. Le soir, Robin alla au lit, mais au milieu de la nuit, d'étranges bruits venant du premier étage la réveillèrent. Au début, elle pensa que ce n'était qu'un cauchemar. Elle entendait la voix de sa mère et des détonations aiguës. Mais bientôt, elle comprit. Quelque chose de sinistre se passait. Robin se leva du lit et alla vers la porte pour écouter. Soudain, des pas lourds se firent entendre dans le couloir, s'arrêtant juste devant sa chambre. La porte s'ouvrit lentement en grinçant. À ce moment-là, Robin avait déjà sauté dans son lit aussi vite qu'elle le pouvait. L'instant suivant, des bruits assourdissants retentirent. 2 objets volèrent à quelques centimètres du bras et de la jambe gauche de Robin. L'un d'eux laissa une trace dans l'armoire, mais l'inconnu ne le remarqua apparemment pas dans l'obscurité. Le mystérieux visiteur quitta la chambre et se dirigea vers son frère. Des bruits similaires et un faible sanglot de Zach provinrent de la chambre voisine, puis tout devint silencieux. Robin se figea de terreur. Elle se figea, immobile, et cela la sauva. Elle restait allongée dans un silence complet, osant à peine respirer et craignant de bouger. Chaque bruit lui semblait être les pas de l'inconnu qui pourrait revenir. Robin sentait comme s'il était quelque part près, l'observant et attendant chacun de ses mouvements. Pendant presque 2 heures et demie, Robin resta immobile dans son lit avant de trouver la force de se lever. Après avoir prudemment regardé autour d'elle, elle réalisa que l'inconnu n'était pas à proximité. Les mains tremblantes, Robin saisit son téléphone portable pour composer le numéro d'urgence 911. Chaque mouvement lui était difficile. La peur la paralysait. Elle avait constamment l'impression que l'inconnu pouvait l'entendre. Dans le silence de la nuit, elle passa son appel au 911. « Je m'appelle Robin Douane », se présenta-t-elle d'une voix tremblante. Elle raconta à l'opérateur qu'elle avait froid et peur, qu'elle avait entendu des bruits forts et les cris de sa famille. Robin avait peur de chercher ses proches dans la maison, car l'inconnu pouvait encore être à proximité. Dans la maison régnait le silence depuis longtemps. Personne ne répondait à ses appels discrets. Robin suppliait de savoir où étaient ses proches. Arrivée à la cuisine, Robin s'arrêta près de la fenêtre et attendit de l'aide. Quand elle vit les lumières clignotantes des voitures de police, elle courut vers les officiers. L'état de Robin était traumatique. Elle fut immédiatement conduite à la voiture de police. Plusieurs groupes d'officiers commencèrent à fouiller la maison en prenant toutes les précautions. Ils étaient calmes, préparés à la possibilité que l'inconnu soit encore à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur ébranla même les officiers expérimentés. Michel devait devenir maire dans 2 mois. Les preuves trouvées dans la maison indiquaient l'utilisation d'un AK-47 qui se trouve rarement dans les magasins ordinaires et est normalement commandé spécialement ou acquis en quantité limitée. Tout ce temps, Robin était assise dans la voiture de police, espérant un miracle. Quand l'officier revint et annonça que l'inconnu avait fui depuis longtemps, Robin, qui venait à peine de se calmer, se remit à pleurer en comprenant ce qui s'était passé. On lui proposa d'aller au poste pour parler aux enquêteurs. Mais d'abord, Robin demanda qu'on l'aide à nourrir les animaux. Cela pourrait l'aider à se calmer un peu. Il semblait que la réalité s'était éloignée. Robin nourrissait calmement les chèvres dans l'étable et racontait à l'officier comment elle et son frère avaient gagné des prix dans une compétition. Soudain, sa conscience s'éclaircit. Elle saisit en larmes l'épaule du policier et demanda quand ses proches sortirent de la maison.
Le gardien de la loi dut lui dire à nouveau la vérité sur ce qui s'était passé. Elle fut conduite au centre médical le plus proche. Là, entouré des soins des médecins, Robin prit pleinement conscience pour la première fois de ce qui s'était passé, se demandant sans cesse qui aurait voulu faire du mal à sa famille. Les psychologues avaient besoin de temps pour travailler avec Robin, mais la situation était critique. Les enquêteurs ont reconnu la gravité de la situation et ont compris. Chaque heure comptait pour empêcher une répétition des événements. Après l'examen, les médecins ont partagé de bonnes nouvelles. La santé de Robin était bonne. Les officiers ont immédiatement emmené Robin au poste pour un entretien et pour sa protection. Heureusement, elle était prête à parler aux enquêteurs. Malheureusement, Robin n'était pas témoin oculaire de l'incident. Les enquêteurs ont examiné la possibilité d'un conflit récent de ses parents avec quelqu'un, mais Robin l'a réfuté. Les enquêteurs ont également vérifié l'hypothèse que le frère de Robin aurait pu fréquenter de mauvaises personnes ou avoir eu contact avec des substances interdites. Cependant, Robin a également rejeté ces suppositions. Elle ne pouvait nommer personne qui était hostile envers sa famille. Robin a raconté en détail tout ce qu'elle avait entendu, mais ne pouvait pas décrire l'apparence de l'inconnu. Elle n'avait remarqué que brièvement une silhouette sombre, sans regarder directement. C'est pourquoi elle ne pouvait pas fournir d'informations essentielles. Robin était seulement sûr qu'il s'agissait d'un homme à la peau claire. Cependant, un détail troublait les enquêteurs. Robin a affirmé avec certitude avoir entendu 15 détonations. Lors de l'enquête sur la scène de crime, on a trouvé exactement ce nombre de douilles. Il semblait étrange que Robin puisse se souvenir du nombre exact dans une situation de stress. Plus tard, elle a admis avoir simplement supposé qu'il y avait plus de 10 sons. C'est pourquoi elle a mentionné le nombre 15. Dans tous les cas, les officiers étaient préoccupés par la sécurité de Robin. À ce moment, il n'était toujours pas clair qui et pourquoi aurait pu commettre cet acte. Possiblement, l'inconnu planifiait des actions plus importantes et était persistant dans ses intentions. Dans ce cas, Robin pourrait toujours se trouver dans une situation dangereuse. Pour sa protection, Robin a été placée dans un centre d'aide spécial où elle était sous la surveillance de son père biologique, sa belle-mère et sa demi-sœur. Les officiers des forces de l'ordre assuraient la sécurité. Auparavant, Robin vivait avec sa mère et son beau-père. Maintenant, seul son père pouvait s'occuper d'elle. L'homme est venu immédiatement au milieu de la nuit pour chercher sa fille. Après la conversation avec les enquêteurs, ils ont été escortés directement au centre. On a expliqué à Robin la nécessité de toutes les précautions et on lui a demandé de ne pas quitter le territoire du centre. Elle a montré de la compréhension, car elle-même craignait une répétition des événements. La seule exception était l'adieu aux proches. Là, elle était accompagnée par les officiers. La cérémonie a rassemblé de nombreux résidents locaux. Beaucoup connaissaient cette famille et en parlaient chaleureusement. L'événement a secoué toute la communauté locale. Une paisible banlieue agricole du Texas a été ébranlée par un événement qui a choqué toute la communauté locale. Pour Robin et des centaines de personnes rassemblées, la cérémonie d'adieu est devenue une dure épreuve. Personne ne pouvait croire ce qui était arrivé à ces bonnes personnes. Les forces de l'ordre ont décidé de profiter de la situation. Les informations sur la cérémonie d'adieu ont été diffusées publiquement. Parmi les nombreuses personnes venues dire adieu à la famille, il y avait des agents civils qui observaient attentivement les événements. Une attention particulière a été portée à la sécurité de Robin, qui était entouré de son père, sa belle-mère et sa demi-sœur. Cependant, rien de suspect n'a été remarqué. À ce moment-là, les experts avaient terminé l'examen de la scène de crime. Des preuves significatives ont été trouvées, des empreintes de chaussures à l'intérieur du bâtiment et des traces de pneus près de la maison.
Les spécialistes ont soigneusement documenté toutes les traces trouvées et le profil des pneus. Aucune autre trace biologique du visiteur non invité n'a pu être trouvée. Il utilisait probablement des gants de protection. Des traces d'effraction ont été découvertes sur la porte arrière. Cependant, les objets de valeur sont restés intacts, y compris un portefeuille contenant de l'argent liquide et d'autres objets précieux qui étaient tant visibles. Cela a amené les enquêteurs à penser que l'enrichissement n'était pas l'objectif. Le visiteur non invité a agi méthodiquement et froidement, ce qui excluait la version d'un comportement incontrôlé. Cependant, les victimes n'avaient pas d'adversaire capable d'un tel acte. La vérification de l'environnement familial est restée sans résultat. Tous se sont avérés être des citoyens respectueux de la loi, sans aucun conflit. Le père de Robin se trouvait dans la ville voisine au moment de l'incident, ce que confirma son épouse, qui indiqua que son mari était à la maison. Les spécialistes ont continué d'analyser les preuves recueillies, espérant trouver des indices pour faire avancer l'enquête. Chaque détail pourrait être la clé pour résoudre cet incident. L'enquête dans la petite ville de Pineville, Missouri, aboutissait progressivement à une impasse. L'examen du cercle familial proche n'a révélé aucun suspect potentiel. Cependant, la nature de l'incident suggérait des motifs profondément personnels, peut-être d'anciennes blessures ou des conflits non résolus. L'inquiétude des proches a commencé un jour avant l'incident avec la famille Robin. Ils n'ont pas pu joindre leurs parents toute la journée et lorsqu'ils sont arrivés à la maison le soir, au lieu de l'idylle familiale habituelle, ils ont trouvé des barrières et des rubans de police. Par les voisins, ils ont appris qu'un incident grave s'était produit avec Orly et Don McCool. Le groupe d'enquête travaillait encore sur la scène de crime. Les criminalistes ont interrogé les proches arrivés, mais ceux-ci n'ont pu fournir aucune information pertinente pour la recherche du suspect. Une découverte intéressante fut les douilles d'un calibre inhabituel trouvées dans la maison, d'un AK-47, qui est rare aux États-Unis. Le lendemain, le résident local, M. King, s'est présenté à la police et a signalé un cambriolage dans sa maison. À son retour d'un voyage d'affaires, il a découvert des coffres-forts avec équipements forcés dans sa maison. L'homme avait été absent pendant plusieurs jours. Parmi les objets volés se trouvait précisément un AK-47. Le lien entre les incidents est devenu évident. La vérification a montré M. King avait un alibi solide. Il se trouvait effectivement dans une autre ville. Cependant, d'autres membres de la famille auraient pu avoir accès au coffre-fort. Les caractéristiques techniques des munitions volées correspondaient aux preuves de la maison McCool. Un examen balistique était nécessaire pour confirmation, mais il fallait d'abord trouver l'arme du crime. Toute la famille King a été convoquée pour interrogatoire, sauf une personne, Lévi, le fils du plaignant, qui ne s'est pas présenté. Le jeune homme était en fuite face à la justice. Les proches soupçonnaient sa participation à l'incident. Lévi se distinguait par un caractère particulièrement difficile. L'homme de 23 ans avait déjà eu des problèmes avec la loi. Auparavant, il avait commis une effraction, volé des objets de valeur dans la maison d'un voisin et commis un incendie criminel. Le tribunal l'avait condamné à 14 ans, mais il en avait purgé moins de 3. Peu avant les événements décrits, il était prévu de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire. En quête de liberté, Lévi s'est échappé pendant le transport. Après les événements avec la famille Robin, il est resté en fuite. À ce stade, les enquêteurs n'avaient pas encore établi de lien entre les incidents dans différents États. La police du Missouri a averti du danger potentiel que représentait Lévi et a informé la population via les médias. Il a été conseillé aux citoyens de ne pas tenter de contacter le fugitif s'ils le voyaient, mais d'appeler immédiatement la police. Grâce à la plainte de King, les enquêteurs disposaient d'une photo du suspect. La disparition d'un pick-up Dodge Dakota
appartenant à la famille McCool a suscité un intérêt particulier. Les véhicules ont été enregistrés dans le système de recherche et les autorités ont obtenu un mandat d'arrêt pour le jeune homme en relation avec l'incident dans la maison des McCool. Les enquêteurs soupçonnaient que l'incident n'avait pas de raison spécifique. Le perpétrateur ne connaissait pas la famille. Levi, qui était recherché, avait besoin d'un moyen de transport pour quitter l'État. Il a été arrêté par la patrouille frontalière à El Paso, Texas, près de la frontière mexicaine. Il prévoyait probablement de la traverser. Le jeune homme a informé étonnamment calmement de ses armes dans le coffre. Cela a attiré l'attention des autorités qui ont découvert lors de la vérification que le pick-up avait été signalé comme volé. Le détenu, qui s'est avéré être Levi King, a été emmené au poste local pour clarifier les circonstances. Son comportement pendant les conversations avec les officiers a suscité l'étonnement. Dans une brève conversation avec les enquêteurs, il a étonnamment avoué l'incident avec la famille McCool. Il a fait référence à un couple de Pineville, Missouri, et a décrit en détail leur localisation. La vérification des informations a confirmé ses déclarations concernant Orly et Don McCool. Levi a eu du mal à expliquer les motifs de ses actions. Selon ses déclarations, il est entré dans une maison au hasard en périphérie de la ville pour trouver un véhicule. Le choix était spontané, poussé par ce qu'il a décrit comme des impulsions incontrôlables. Pendant l'inspection du terrain, il a été découvert. La propriétaire est sortie pour savoir ce que voulait l'étranger. King a affirmé qu'il avait paniqué et utilisé la violence. Au bruit, un homme est sorti. En état de panique, Levi a perdu le contrôle de la situation et a poursuivi ses actions. Il a été immédiatement emmené au Missouri pour une enquête supplémentaire. Il a confirmé à nouveau sa participation à l'incident avec les McCool. Ensuite, il a pris possession de leur pick-up pour se déplacer. Puis est venue une autre confession, sur sa participation à l'incident avec la famille Robin au Texas. Les détails correspondaient aux preuves trouvées sur la scène du crime. Les mêmes douilles d'un AK-47. Le perpétrateur agissait au rez-de-chaussée quand il a entendu un mouvement à l'étage supérieur. C'était Robin, qui avait été réveillé par le bruit. Sans comprendre la situation, il est monté et a commencé à vérifier les chambres pour éliminer les témoins potentiels. Ensuite, il a pris quelques objets de valeur et a disparu. Les policiers ont contacté leurs collègues au Texas et ont reçu la confirmation de ces déclarations. À ce moment-là, Robin, qui avait miraculeusement échappé au destin tragique, était sous la protection des forces de l'ordre, par crainte d'un possible retour du perpétrateur. Les enquêtes ont donné des résultats. Les enquêteurs ont confirmé leurs soupçons contre Levi. Finalement, la tension s'est relâchée et le témoin a pu se détendre un peu. Pendant plusieurs jours, elle pouvait à peine dormir d'inquiétude. Le lendemain, les enquêteurs du Texas sont arrivés au commissariat pour récupérer Levi. Pendant le transport, accompagné des forces de l'ordre, il a ouvertement partagé ses sentiments. Selon ses dires, les moments vécus lui procuraient plus de plaisir que toute substance interdite. Même après des heures, il se souvenait encore des odeurs de poudre et de sueur qui lui procuraient une véritable euphorie. Levi a raconté cela sans honte à tous les policiers. Au bureau, il a avoué en vidéo l'incident avec la famille McCool dans le Missouri. King a suivi une impulsion soudaine et a prévu de se procurer une voiture pour se rendre à la frontière mexicaine. En chemin, cette pulsion est revenue. Il a remarqué la maison isolée de la famille Robin et s'y est introduit, les choisissant complètement au hasard. Il ne connaissait aucune des familles. Conscient des graves conséquences, Levi a tenté de fuir au Mexique. Dans le Missouri, il risquait une lourde peine, mais sur les conseils de son avocat, il a accepté un accord avec le procureur.
King a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Il restait encore des audiences concernant les événements au Texas. Le procureur local a pris une position de principe et a refusé les compromis. Une collaboration avec l'accusation n'était pas envisageable. Le procureur était convaincu des perspectives de succès de l'affaire. Néanmoins, le procès promettait d'être compliqué et long, comme c'est habituel dans ce genre d'affaires. La préparation minutieuse a duré plusieurs années, pendant lesquelles l'accusé est resté en détention provisoire au Texas sans possibilité de caution. Il fallait déterminer son avenir, s'il resterait au Texas ou purgerait sa peine dans le Missouri. Au début du procès, Robin avait 14 ans. Les audiences ont eu lieu peu avant son 15e anniversaire. Elle était indignée par l'absurdité des actions de Lévi contre sa famille. Il n'avait pas de raison, seulement des impulsions inexplicables. Elle soutenait fermement la peine la plus sévère pour cet homme. Cependant, l'avocat de la défense maintenait une position différente et était déterminé à représenter les intérêts de son client. L'opinion publique était divisée en 2 camps. Certains insistaient sur la peine la plus sévère pour King. D'autres considéraient qu'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle était plus appropriée. L'avocat s'est efforcé dès le début de présenter Lévi King sous un jour plus humain, dans l'espoir d'influencer la décision du jury. La défense s'est concentrée sur sa santé mentale. À l'adolescence, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire. Le dossier médical de Lévi contenait divers diagnostics: dépression, psychose et même schizophrénie. Lévi a grandi dans une grande famille. Il était l'un des 7 enfants. Cependant, il manquait clairement d'attention et de soins parentaux. Un comportement problématique s'est manifesté tôt, dès l'école primaire. Il allumait des incendies et montrait une agression inexplicable envers les animaux. Les experts l'ont attribué à l'influence d'un père agressif et d'une mère indifférente. Les conditions familiales étaient loin d'être idéales. Les parents, souffrant d'addiction, ne s'occupaient pas des enfants. C'est le père qui a initié le garçon à l'alcool et aux substances interdites et utilisait régulièrement la violence comme éducation. À l'adolescence, Lévi a commencé à consommer des substances fortes. Les conditions de vie étaient effrayantes. Pauvreté, conditions insalubres et pression constante de la part du père despotique. Lorsque les enquêteurs sont entrés pour la première fois dans la maison de Lévi, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils ont été particulièrement impressionnés par un mur avec une collection d'armes blanches et à feu. Il était remarquable qu'il portait des traces de brûlure. Malgré le besoin évident, Lévi trouvait toujours les moyens d'acquérir des équipements de tir et des munitions. Cette dangereuse prédilection contredisait clairement la position de la défense, qui le présentait comme une bonne personne victime de circonstances défavorables et d'une enfance difficile. Le ministère public le voyait comme un criminel dangereux, prêt à commettre d'autres infractions. Lors des audiences, on a mentionné ces étranges remarques sur l'odeur de la poudre qu'il avait faite aux enquêteurs lors de son extradition du Missouri. Robin est devenu le témoin principal du procès, étant la seule à avoir survécu à la rencontre avec l'agresseur. Les procédures judiciaires n'ont pas été faciles pour elle. Des années de travail sur la guérison après le traumatisme vécu auraient pu être réduites à néant. Néanmoins, elle était fermement décidée à faire face à la personne qui lui avait pris ses proches. Plus tard, Robin a partagé dans une interview avec des journalistes ses impressions de la première rencontre avec l'accusé dans la salle d'audience. Ce qui l'a le plus choqué était son regard vide et sans vie. Jusqu'à ce moment, elle avait ressenti de forts sentiments négatifs envers cette personne. Mais quand leurs regards se sont croisés, elle a étonnamment ressenti le pardon.
Robin a réalisé que sa propre vie était trop précieuse pour gaspiller des sentiments sur quelqu'un qui semblait totalement dépourvu d'émotions. Après avoir appris les détails de sa biographie, elle est arrivée à la conclusion que Lévi ne pouvait simplement pas être différent. Après avoir examiné tous les arguments, les 12 jurés se sont retirés pour délibérer. Ils ont été particulièrement choqués par l'absence de tout motif dans les actions de l'accusé. Tout ce qui s'est passé était le résultat d'actes spontanés et non motivés. Toutes les victimes étaient des personnes aléatoires. Le procureur a caractérisé Lévi King comme un criminel particulièrement dangereux et a insisté sur la peine maximale. Les jurés ont eu besoin d'environ 8 heures pour leur délibération. Finalement, ils ont décidé contre la peine maximale. Lévi a reçu la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré les objections du procureur, il a été décidé de le transférer au Missouri pour purger sa peine. Robin a eu besoin de beaucoup de temps pour se remettre de l'expérience. Elle était tourmentée par des cauchemars, avait peur de rester seule et de quitter la maison sans compagnie. Même des années plus tard, il y a eu des moments difficiles, mais le soutien de ses proches l'a aidée à les surmonter. Chaque jour, Robin est reconnaissante au destin pour la chance qui lui a été donnée, une chance que ses proches n'ont pas eue. La phase de transition vers l'âge adulte peut devenir une épreuve difficile lorsque les décisions impulsives mènent parfois à des conséquences irréversibles. Cette histoire s'est déroulée dans la petite ville américaine de Newport Richey, en Floride. Cette banlieue tranquille d'environ 15 000 habitants s'étend non loin de Tampa, dans une région pittoresque aux nombreuses plages. L'atmosphère de vacances et le faible taux de criminalité donnaient un sentiment de sérénité et de calme. Normalement, les incidents locaux ne dépassaient pas le cadre des délits mineurs. C'est pourquoi les événements de 2002 ont profondément choqué les résidents. Au début des années 2000, la famille Ashbrook s'y était installée. Tara et Robert avec leurs enfants. Les époux avaient de 2 filles adolescentes, dont Joshan était l'aînée. Elle est née le 21 février 1986 dans la petite ville de Kokomo, Indiana. Les difficultés à trouver du travail ont forcé la famille à déménager à Newport Richey. Dans leur nouveau lieu de résidence, Tara et Robert ont trouvé un bon emploi et la vie a commencé à se stabiliser. Les époux vivaient en harmonie. Ils s'efforçaient de donner à leur fille tout ce qui était nécessaire à leur développement. Quand Robert remarqua l'intérêt de Joshan pour la musique et la danse, il proposa de la soutenir. Ainsi, Joshan commença à prendre des cours de musique et à suivre des cours de chant. Joshan partageait son enthousiasme créatif avec sa sœur cadette. La sœur cadette admirait l'aîné et voulait lui ressembler. La faible différence d'âge les aida à devenir des amis proches. Ce qui avait commencé comme un simple hobby devint avec le temps une occupation sérieuse pour Joshan. Quand les parents remarquèrent son aspiration, ils commencèrent à soutenir leur fille, l'emmenant à des concours et des événements qui pouvaient aider à développer son talent. Tout cela se passait au début d'Internet et Joshan comprit que l'activité pourrait l'aider à s'établir dans le show business. Le plus grand rêve était une carrière de chanteuse qui pourrait apporter à la fois joie et revenus dignes. Elle prenait cette occupation tellement au sérieux qu'il semblait qu'une future star se tenait devant nous. Dans sa ville, elle était déjà connue pour son talent, ce qui ne faisait que renforcer sa quête du succès. Elle se produisait fréquemment lors d'événements locaux. Dès ses premières années d'école, elle commença à écrire des poèmes et des paroles de chansons. Plus tard, elle se lia d'amitié avec de jeunes musiciens. Pendant sa scolarité, elle réussit à enregistrer quelques-unes de ses propres chansons. Pour les enregistrements, elle visitait un studio de musique où Joshin ne demandait pas d'argent à ses parents mais utilisait ses propres économies. Ensuite,
Elle commença à visiter différentes compagnies de musique et stations de radio. Elle proposait ses enregistrements dans l'espoir d'attirer l'attention et de trouver un producteur. Dans l'industrie musicale, il était difficile de s'établir, donc le succès vertigineux ne vint pas. Joshin avait différents plans pour l'avenir. Les parents discutaient souvent avec elle de différents projets de vie pour assurer un avenir stable. La carrière musicale restait son rêve principal, mais elle envisageait aussi d'autres voies. Elle s'intéressait aux sciences juridiques. C'est pourquoi Joshin pensait à des études universitaires parallèlement à la musique. Selon son plan, les revenus de la musique aideraient à financer les études. En 2000, commença pour Joshin une phase difficile de passage à l'âge adulte. À cette époque, les conflits avec les parents s'intensifièrent, principalement à cause de sa passion pour la musique. De plus en plus de temps était consacré au chant, à l'écriture de chansons, aux enregistrements en studio et aux rencontres avec des amis. Cela affecta ses performances scolaires. Les notes se détériorèrent et les parents ne pouvaient pas influencer la situation. Les nouvelles fréquentations causaient aussi des soucis. Joshin passait du temps avec un groupe qui semblait inapproprié aux parents. La famille insistait pour qu'elle se concentre sur ses études. Les parents s'inquiétaient du comportement de leur fille, essayaient de canaliser son énergie dans la bonne direction, de la persuader de bien finir l'école et de poursuivre ses études, tandis que la musique devrait rester un hobby. Ils craignaient que sans éducation, il serait difficile de réussir dans n'importe quel domaine. Cependant, les tentatives d'aide ne menaient qu'à des conflits. Après une autre dispute, Joshin quitta la maison sans permission pour la première fois, et cela commença à se répéter. Les parents essayèrent de limiter sa liberté, mais sans succès. Elle sortait presque chaque nuit et ne revenait que le matin ou après quelques heures. Au début, cela causait beaucoup d'inquiétude, mais progressivement, Tara et Robert comprirent que la sévérité n'aiderait pas. Ils décidèrent de relâcher un peu le contrôle pour améliorer la relation avec leur fille. Joshin continuait à sortir, mais les parents ne s'inquiétaient plus autant, car ils comprenaient que c'était une façon d'attirer l'attention. Le soir du 30 juillet 2002, Joshin sortit comme d'habitude avec des amis. Elle rentra de la fête vers 2 heures du matin, dépassant à nouveau l'heure de retour fixée par les parents. La mère se réveilla au bruit de la porte qui s'ouvrait. Quand elle rencontra sa fille, elle remarqua immédiatement des signes qu'elle ne s'était pas contentée de conversations entre amis. La femme commença à réprimander Joshin pour sa désobéissance et lui demanda de rompre le contact avec cette compagnie douteuse. Robert, observant la scène familiale répétée, décida de ne pas intervenir et alla se coucher. Quand la mère se retrouva seule avec sa fille, elle ne put la retenir, et Joshin quitta à nouveau la maison. Après s'être calmée, la mère alla se coucher en espérant une réconciliation le matin. Cependant, au réveil, les parents remarquèrent l'absence de Joshin, ce qui était inhabituel. Les inquiets Tara et Robert essayèrent de joindre leur fille par téléphone, mais le téléphone était éteint. Ils commencèrent alors à appeler tous les amis de leur fille. Malgré les difficultés de communication, la mère connaissait les contacts de tous les amis de sa fille, chez qui elle aurait pu rester. Mais personne ne l'avait vue. Les époux vérifièrent tous les endroits où Joshin apparaissait habituellement pendant ses absences, mais sans succès. La mère commença à paniquer et le père se rendit au bureau du shérif pour signaler l'incident. Cependant, les autorités locales connaissaient bien Joshin pour des signalements similaires et réagirent sans inquiétude particulière à la situation. Les policiers conseillèrent aux parents de rentrer chez eux et d'attendre, leur rappelant que la jeune femme était toujours revenue d'elle-même jusqu'à présent. Au poste de police, les parents ont signalé une récente dispute et que Joshan n'était pas rentrée le matin, ce qui était totalement inhabituel pour elle. Aucun de ses amis ne connaissait sa localisation. Malgré les circonstances inhabituelles,
Les policiers supposaient que la jeune femme avait simplement besoin de temps pour se calmer après la dispute et qu'elle reviendrait en sécurité. Selon les règlements, 24 heures devaient s'écouler depuis la disparition avant que la recherche puisse officiellement commencer. Tara et Robert sont rentrés chez eux, espérant y trouver Joshan. Sans perdre de temps, ils ont parcouru la ville avec leur fille cadette, mais la recherche est restée infructueuse. Le lendemain matin, un électricien qui passait sur le chemin du travail près de la forêt de Shady Hills Road remarqua quelque chose d'inhabituel. Cette section de route avait toujours été calme et paisible, et rien d'étrange ne s'y était jamais produit. Quand il s'approcha et vit une silhouette immobile, il alerta immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivées sur place établirent l'identité de la personne trouvée. Après avoir vérifié les récents signalements de personnes disparues, ils reconnurent qu'il s'agissait de Joshan. La photo fournie par la famille ne put aider à l'identification. Les autorités décidèrent de ne pas se précipiter pour inviter les proches. Sur le lieu de la découverte, des effets personnels de Joshan furent trouvés. L'examen médical apporta des résultats inattendus. Bien que les enquêteurs aient initialement suivi certaines théories, celles-ci ne se confirmèrent pas. Les experts découvrirent plusieurs blessures dans la partie supérieure du corps, ce qui indiquait une altercation sérieuse. Sur le lieu de la découverte, les traces indiquaient une altercation sérieuse. Le type de traces suggérait un long combat avant que tout ne se termine. Les experts établirent immédiatement qu'il s'agissait d'un incident intentionnel. La résistance déterminée de Joshin aida les enquêteurs à sécuriser des preuves importantes. Les experts trouvèrent des traces biologiques, particules et cheveux restés après le contact. L'analyse minutieuse de la scène de crime révéla que tout s'était passé ailleurs et que Joshin avait été amené ici plus tard, possiblement pour égarer les enquêteurs. Dans la zone boisée, des traces de pneus d'un véhicule furent trouvées. Cela s'avéra être une preuve importante, car les traces ne pouvaient avoir été créées qu'à un moment précis, quand il pleuvait. Comme l'endroit était peu fréquenté, les empreintes restèrent très nettes, fournissant des données précises. Les experts prélevèrent aussi des échantillons de sol, des traces de pneus pour analyse. Après confirmation de l'identité de Joshin, la triste nouvelle fut transmise aux parents. Ils durent passer par une procédure d'identification difficile. Lors du premier entretien avec la police, Tara mentionna un voisin nommé John Hanson, un homme d'environ 60 ans. Selon la femme, beaucoup le regardaient avec méfiance. Elle se souvenait de cas de comportement inapproprié de sa part et de rumeurs concernant des problèmes avec la loi. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent à l'adresse indiquée, ils ne trouvèrent que Madame Hanson. Elle rapporta que son mari avait déménagé quelques mois avant l'incident. Ils vivaient loin, ils prévoyèrent de divorcer. Selon ses déclarations, il n'était pas en ville au moment de l'incident. En vérifiant les informations sur John, les enquêteurs ne trouvèrent aucune violation légale ou incident mentionné par Tara. Sa biographie s'avéra irréprochable. Il fut donc exclu du cercle des personnes d'intérêt pour l'enquête. Comme il n'y avait pas d'autres versions, les enquêteurs se concentrèrent sur l'examen des preuves existantes. Une attention particulière fut portée aux traces de pneus et aux matériaux biologiques trouvés sur la scène de crime. Les experts examinèrent soigneusement les empreintes de pneus. Il s'avéra qu'un tel profil ne se trouve que sur 7 marques rares de pneus, ce qui réduisit considérablement le champ de recherche. L'analyse de la profondeur des traces montra qu'elles provenaient d'un véhicule de taille moyenne, possiblement un grand pick-up ou une camionnette. À ce moment, une femme vint au poste de police avec des informations importantes. Elle avait rencontré Joshan le matin du 30 et 1 juillet, quelques heures après qu'elle eût quitté sa maison. Selon le témoignage, une jeune femme qui s'était présentée comme Joshan avait appelé tôt le matin pour demander son fils.
Apprenant que le jeune homme n'était pas là, l'inconnu demanda la permission de laisser une lettre pour lui. La propriétaire de la maison accepta, et vers 9 heures du matin, la jeune femme apporta l'enveloppe. Le témoin rapporta que Joshan était arrivé dans un pick-up rouge. Au volant se trouvait un homme d'âge moyen, aux cheveux courts. Durant la brève rencontre, la femme remarqua seulement que la jeune femme était pressée. Elle ne put pas voir clairement le visage du conducteur. En plus de la lettre, le témoin remit aux enquêteurs le numéro de téléphone d'où la jeune femme avait appelé. Cette information intéressa la police, car la description de la voiture correspondait aux preuves. Le contenu de la note s'avéra ordinaire. Joshan informait le jeune homme de la fin de leur relation. Le numéro de téléphone s'avéra être une piste importante. Les enquêteurs appelèrent immédiatement. Celui qui répondit se présenta comme Philippe Partin. Il raconta que le 31 juillet tôt le matin, il rentrait chez lui avec sa fille et vit une jeune femme faisant du stop au bord de la route. Il décida d'aider et s'arrêta. C'était Joshan qui lui demanda son téléphone et appela une femme. Ensuite, elle lui demanda de la conduire à une maison spécifique pour remettre une enveloppe à une connaissance. Philippe accepta. En chemin, ils s'arrêtèrent à un supermarché, après quoi la jeune femme disparut quelque part. Les policiers écoutèrent l'histoire et invitèrent Philippe à venir faire une déclaration officielle au poste. Bien que l'homme eût promis de venir, il n'apparut ni ce soir-là, ni le lendemain. Cela rendit les enquêteurs méfiants. D'autres tentatives de le contacter restèrent infructueuses. Le téléphone ne répondait pas. Cela renforça les soupçons et les enquêteurs décidèrent de vérifier le propriétaire du numéro. Une révélation inattendue survint. Philippe Partin n'était pas un simple conducteur occasionnel, mais un homme avec un passé criminel. Il avait commis des crimes graves et figurait sur la liste des suspects dans l'affaire d'une fille disparue quelques années auparavant, quand il avait 37 ans. De plus, il était lié à un incident mystérieux où le professeur de mathématiques Gary Thorne avait été trouvé dans des circonstances suspectes dans sa propre maison. Toutes les preuves pointaient vers Philippe. Il tenta de fuir, mais fut retrouvé en 1989. Lors de la perquisition, des objets disparus de la maison du professeur de mathématiques furent trouvés chez le suspect. Cette découverte devint une preuve importante de son implication dans l'incident. Bien que Philippe n'ait pas admis sa culpabilité, le tribunal le condamna à 17 ans de privation de liberté. Après la condamnation, ses défenseurs continuèrent à se battre pour une réouverture du dossier. Ils pointèrent de nombreuses erreurs de procédure de la part du juge. Ils réussirent finalement à obtenir un nouveau procès, par lequel la peine fut réduite à 6 ans. Philippe fut libéré et trouva un travail comme ouvrier sur un chantier. Là, il rencontra la contremaître Martha, qui élevait seule une fille. Plus tard, ils eurent une fille ensemble, Patricia. Avec le temps, leur relation se détériora pour des raisons inconnues. Après la séparation, une bataille pour Patricia commença. Étonnamment, Philippe réussit à obtenir la garde complète, malgré son passé et son comportement inquiétant. Jusqu'en 2002, ils continuèrent à vivre ensemble. Il s'avéra que cet homme au passé difficile fut le dernier à avoir eu contact avec Joshin disparu. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient peut-être négligé une piste importante dans cette affaire. Ils tentèrent de joindre Philippe par téléphone, mais sans succès. Ils décidèrent alors de vérifier le supermarché qu'il avait mentionné. Les enquêteurs demandèrent les enregistrements de surveillance et les examinèrent soigneusement. L'enregistrement confirma sa déclaration. À 8h48, sa voiture apparut sur le parking du centre commercial. Joshin et sa fille étaient avec lui. Ils firent source des achats et partirent. Plus tard, Joshin remit une note à la mère de son ex-petite amie. On suppose que quelque chose de grave se produisit ensuite. Malheureusement, en raison du peu de caméras dans la zone,
le trajet ultérieur de la voiture ne put être suivi. Une vaste recherche de Philippe commença, devenant l'une des plus discutées aux États-Unis en raison de la large couverture médiatique. Des centaines d'indices furent reçus. La vérification de chacun prit beaucoup de temps. Parmi les nombreux signalements à la police, une information vraiment importante émergea. Une connaissance de Philippe, qui avait vécu avec lui ces derniers mois, même après l'incident avec Joshin, se présenta au poste de police. Une inquiétude particulière concernait le fait que la fille de Philippe n'était pas dans la maison pendant cette période. Au moment du contact avec la police, Philippe avait déjà quitté l'appartement et son ami ne connaissait pas sa nouvelle localisation. Cela aida au moins à déterminer l'ancienne résidence et à trouver des preuves importantes. Lors de la perquisition de la chambre, une table de nuit avec des traces de javel et des traces à peine visibles que les experts relièrent à Joshin fut découverte. Un pick-up rouge était également enregistré au nom de Philippe. Suite à cela, il fut officiellement placé sur la liste des suspects. Outre sa disparition, les enquêteurs s'inquiétaient du manque d'informations sur sa fille que le voisin n'avait plus vue depuis un certain temps. Les autorités étaient préoccupées par son bien-être et la possibilité qu'elle soit utilisée comme bouclier lors d'une tentative d'arrestation. Le lendemain, une femme nommée Martha, qui avait vu l'avis de recherche aux informations, se présenta. Elle se présenta comme l'ex-femme de Philippe et rapporta une récente rencontre avec lui quelques jours avant la disparition de Joshin. Selon ses dires, il se comportait comme d'habitude de manière hostile, mais étonnamment après l'incident, il lui amena sa fille. Cela dissipa les inquiétudes sur le sort de la jeune personne. Elle était sous la garde de sa mère. De plus, les enquêteurs eurent l'opportunité de parler avec un témoin important qui avait vu Joshin. Lors de la conversation avec la fille de Philippe, il s'avéra qu'une nuit pendant un trajet avec son père, elle s'était endormie et s'était réveillée quand une jeune femme inconnue monta dans la voiture. L'inconnue se présenta comme Joshin et partagea son histoire avec Philippe. Elle parla de sa décision de quitter la maison et de voyager en autostop. Sa destination était Los Angeles, où elle rêvait de présenter ses chansons et de commencer une carrière de chanteuse. Bientôt, elle demanda un téléphone, puis ils allèrent à un magasin et s'arrêtèrent devant une maison. Plus tard, le groupe alla à la rivière où ils passèrent du temps à pêcher et nager. À un moment donné, la fille de Philippe s'assoupit et quand elle se réveilla, Joshin n'était plus dans la voiture. Il parut inhabituel que le père n'explique pas la disparition de la passagère, mais amène simplement sa fille chez sa mère. Cela semblait étrange, car normalement il évitait les rencontres avec son ex-femme et était réticent à laisser sa fille partir, même pour de courtes visites. Ces circonstances soulevaient de plus en plus de questions. Ensuite, Philippe lui-même commença à contacter la police. Il se moquait ouvertement des forces de l'ordre et appelait de différents endroits. Quand les officiers arrivaient sur le lieu de l'appel, il avait déjà disparu. Après plusieurs incidents de ce type, les appels cessèrent et Philippe disparut pendant de longs mois. Les autorités le perdirent de vue. Il semblait s'être évaporé sans laisser de traces de sa présence. Il se cacha si habilement que la police soupçonna qu'il avait quitté le pays. La percée inattendue survint presque 1 an plus tard, lorsqu'un policier en patrouille découvrit lors d'un contrôle de routine une voiture similaire au véhicule de Philippe. La piste apparut enfin, bien que le pick-up fût déjà utilisé par une autre personne. Cette connaissance de Philippe aida à trouver sa trace. Il s'avéra qu'il vivait tout ce temps chez un voisin, sans enregistrer de papier, ce qui l'aida à rester inaperçu. Quand la police détermina finalement sa localisation, ils procédèrent avec une extrême prudence pour ne pas l'effaroucher. Les forces de l'ordre trouvèrent le suspect à Fayetteville, Caroline du Nord. Après son arrestation le 28 octobre 2013, des échantillons de cheveux furent prélevés pour comparaison avec les preuves dans l'affaire Joshin.
L'analyse montra une correspondance. Les traces de pneus de son pick-up correspondaient également aux empreintes trouvées sur la scène de crime. Malgré les preuves rassemblées, le détenu refusa de parler aux enquêteurs et nia toute implication dans les événements. Selon la version présentée par le procureur au tribunal, Joshin, après avoir quitté sa maison, monta dans la voiture d'un étranger. Il gagna sa confiance car il voyageait avec une jeune accompagnatrice. L'homme lui prêta son téléphone, l'aida avec les courses et l'envoi d'une lettre pour gagner sa confiance. Plus tard, quand son accompagnatrice s'endormit, la situation changea. Joshin résista, ce qui conduisit à des conséquences tragiques. Ensuite, il l'amena dans son appartement. Par la suite, l'homme amena l'accompagnatrice endormie chez sa mère, retourna chez lui, nettoya et conduisit vers une zone boisée isolée en Floride. Les procès furent particulièrement difficiles pour Tara et Robert, les parents de Joshin. Chaque fois que la femme regardait par hasard dans sa direction, il répondait par des clins d'œil et des sourires. L'accusé ne montra aucun remords. Bien que Philippe Partin n'ait pas avoué sa culpabilité, les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le jury rendit un verdict de culpabilité. Le 1er décembre 2008, il fut condamné, par 9 voix contre 3, à la peine maximale appliquée en Floride. Des années d'appel suivirent, pendant lesquelles le condamné fut détenu dans une unité spéciale. Finalement, en 2024, la sentence fut commuée en prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans chaque famille, il y a des différences d'opinion. Les relations entre différentes générations ne sont pas toujours fluides. Les parents et les enfants voient souvent le monde différemment. L'histoire dont il sera question ici montre jusqu'où peuvent aller ces contradictions. Quand le maximalisme juvénile rencontre des habitudes nocives, les disputes familiales ordinaires peuvent conduire à des conséquences irréversibles. Chez IBM travaillait la talentueuse ingénieure Joanne Witt. Elle élevait seule sa fille adolescente qui traversait une phase difficile, tout en réussissant à construire une carrière prospère. Dès son plus jeune âge, Joanne se distinguait par son caractère fort. Malgré toutes les difficultés, elle aimait sa fille sans limite et essayait de lui créer les meilleures conditions possibles. Tyler Witt, qui avait atteint l'âge de 14 ans, traversait le pic de la protestation juvénile, qui conduirait plus tard à des conséquences irréversibles. Joanne a lutté pendant des années contre une maladie auto-immune, le lupus. La maladie l'empêchait de construire une vie personnelle, mais son désir d'être mère était si fort qu'elle a opté pour la fécondation artificielle. Ses proches n'approuvaient pas son choix et s'inquiétaient de la génétique du futur enfant. La grossesse fut difficile, mais se termina bien. Le 18 novembre 1994, Tyler est né. Les problèmes de comportement se sont manifestés dès son plus jeune âge. Elle était obstinée, avait souvent des sautes d'humeur et refusait d'aller à la maternelle. Joanne, en tant que mère célibataire, n'avait pas le choix, elle devait travailler. Un jour, alors que Tyler avait 5 ans, lors d'une nouvelle crise de colère avec des cris et des coups de pied, un incident désagréable s'est produit. Plus tard, l'éducatrice de la maternelle a remarqué des marques et l'a signalé aux autorités compétentes. Peu après, les services de protection de l'enfance ont visité leur maison. Joanne a honnêtement admis sa faute et s'est sincèrement repentie. Néanmoins, Tyler a été temporairement placé dans une famille d'accueil puis confié aux soins de ses grands-parents. La mère était désespérée par ce tournant des événements. L'enfant qu'elle avait tant attendu n'avait jamais été traité ainsi auparavant. C'était le seul cas de perte de contrôle. Poussée par l'amour maternel et le désir de se réunir avec sa fille, Joanne a suivi une formation parentale spéciale. Grâce à sa persévérance,
Tyler est rentré à la maison après 6 mois. Progressivement, leur relation s'est améliorée. La fille a commencé à montrer de la compréhension et du respect, et la mère l'a entourée de soins et d'attention. Les gens autour d'elle ont remarqué le lien spécial entre la mère et la fille. Bien que Tyler ait encore parfois des accès émotionnels, Joanne continuait à travailler avec diligence pour offrir une vie digne à son enfant. Dans le quartier luxueux d'Eldorado Hills, une banlieue prestigieuse de Sacramento, en Californie, se trouvait une villa impressionnante avec 5 chambres et une piscine. C'est là que vivaient Joanne et sa fille Tyler. Elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. La famille voyageait souvent, particulièrement au Mexique et en Jamaïque. Cependant, l'idylle ne dura pas longtemps. Pendant la puberté, le caractère de Tyler changea drastiquement. Des conflits surgirent avec sa mère, qui aboutirent à des confrontations physiques. Il n'y avait aucun signe de comportement inapproprié de la part de Joanne. Les connaissances de la famille remarquèrent que Tyler parlait souvent négativement de sa mère. Elle répandait des rumeurs sur son penchant pour les boissons alcoolisées, bien que personne n'ait jamais vu Joanne dans un état inapproprié. La réalité était différente. Joanne souffrait de lupus, qui causait des rougeurs faciales et de fortes douleurs. Pour les soulager, elle prenait des médicaments et s'accordait parfois un verre de vin rouge le week-end pour se détendre. C'est précisément dans ces moments que la fille critiquait sa mère le plus durement. À partir de 12 ans, le comportement de Tyler devint de plus en plus problématique. Elle commença à quitter la maison sans permission. Ses performances scolaires se détériorèrent nettement. Lors d'un conflit familial, la fille montra un comportement agressif envers sa mère, puis appela la police pour accuser Joanne de comportement inapproprié et de consommation excessive d'alcool. L'enquête ne révéla aucune blessure chez l'adolescente, tandis que chez Joanne, les traces de la confrontation étaient tout visibles. La police ne trouva aucune confirmation des accusations de la fille. L'affaire fut classée. Fin 2008, Stephen Colver entra dans la vie de Tyler, un jeune homme qui était plus âgé qu'elle. Ils se sont rencontrés à Eldorado Hills et se sont rapidement rapprochés par leur intérêt commun pour la culture gothique. Stephen faisait une impression agréable sur son entourage. Il étudiait à l'université avec le rêve de devenir professeur de mathématiques. Les connaissances le décrivaient comme inhabituel, mais pas agressif. Leur amitié a commencé dans le café où Stephen travaillait. La relation amicale s'est rapidement transformée en relation romantique. Tyler commença immédiatement à partager avec lui ses plaintes concernant sa mère et répéta les accusations de comportement inapproprié et de dépendance à l'alcool. À cette époque, Stephen vivait chez son père, mais elle cherchait plus de proximité. Elle supplia sa mère avec insistance de préparer une chambre pour le jeune homme. Joanne trouva Stephen agréable comme interlocuteur après l'avoir rencontré. Cependant, la différence d'âge de 5 ans l'inquiétait, et elle ne voulait pas avoir un homme étranger dans la maison. Les parents étaient également contre cette idée, mais Tyler convainquit sa mère que Stephen avait une autre orientation et que leur relation était purement platonique. Joanne a cédé à la persuasion de sa fille et a accepté de louer la chambre. Le jeune homme payait $500 par mois, ce qui aidait le budget familial. L'emploi du temps de Stephen était clairement structuré. Il consacrait la première partie de la journée aux études et au travail, puis s'occupait du ménage, aidait aux tâches domestiques et donnait des cours particuliers de mathématiques à Tyler. Il passait les soirées en famille à dîner, discutant de la journée passée et planifiant l'avenir. La mère remarquait des changements positifs dans le comportement de sa fille et appréciait l'aide du locataire. Au printemps 2009, Stephen a définitivement emménagé dans leur maison. À ce moment-là, une relation romantique s'était déjà développée entre lui et Tyler, dont Joanne ne se doutait pas.
Les jeunes jouaient habilement le rôle de frères et sœurs en présence de la mère. Bien que Joanne ait parfois des soupçons, sa fille les dissipait habilement et assurait qu'ils n'étaient qu'amis. Les conflits entre mère et fille survenaient régulièrement, mais sans conséquences graves. Les performances scolaires de Tyler restaient donc faibles. Elle continuait à ignorer l'heure fixée pour rentrer et manquait souvent les cours. Pendant ce temps, Steven se comportait de manière exemplaire. Lorsqu'il remarqua le retard scolaire de Tyler, il essaya de la convaincre de l'importance d'assister aux cours et l'aidait avec ses devoirs. Malgré ses efforts pour améliorer les connaissances en mathématiques de Tyler, la relation avec le garçon plus âgé affectait visiblement son état psychologique. Toutes ses pensées ne tournaient qu'autour de lui. L'école ne l'intéressait pas du tout. Les psychologues ont plus tard lié cela à l'absence d'une figure paternelle dans sa vie. Sans figure d'autorité significative, elle agissait impulsivement. Le 13 mai 2009, Joanne, âgée de 47 ans, est rentrée chez elle et a trouvé les jeunes dans une situation intime. Elle était déconcertée en réalisant l'ampleur de la tromperie. Steven, craignant des conséquences juridiques en raison de la différence d'âge, l'a supplié de ne pas informer les autorités. La mère, qui appréciait le jeune homme, a décidé d'agir diplomatiquement. Avec un remarquable sang-froid, elle a suggéré à Steven une conversation dans le parc, sans la présence de sa fille. Pendant la conversation, le jeune homme a avoué la longue relation avec Tyler, qui avait commencé même avant son emménagement. Joanne était bouleversée, mais comprit que sa fille avait été l'initiatrice de la situation, organisant à la fois la location de la chambre et l'emménagement du petit ami. C'est pourquoi elle a décidé de ne pas aller à la police. Elle lui a simplement demandé de déménager et de couper le contact avec Tyler. Steven a volontiers accepté et a demandé du temps pour trouver un nouveau logement et faire ses bagages. Sa situation était compliquée par le fait que son père avait vendu la maison à ce moment-là et avait déménagé dans un autre état. L'atmosphère dans la maison est devenue tendue lorsque Tyler a appris le départ imminent de Steven. La relation entre Tyler et sa mère devenait de plus en plus tendue. La fille entrait constamment en conflit avec Joanne et réagissait agressivement, même aux petites remarques. Inquiète de la situation, Joanne décida d'agir avec détermination. Le 15 mai, elle demanda à 2 collègues de mettre les affaires de Steven devant la porte. Les hommes robustes n'ont pas seulement sorti ses affaires, mais ont également eu une conversation sérieuse avec le jeune homme. Ils lui ont fermement conseillé de se tenir à l'écart de Tyler, suggérant de possibles conséquences. Steven a apparemment accepté et a déménagé chez des amis, mais les amoureux ont continué à se rencontrer secrètement et à discuter de plans pour s'enfuir ensemble. Joanne, pressentant le danger, remarqua les changements dans le comportement de sa fille. L'état émotionnel de l'étudiante devenait de plus en plus préoccupant. Elle semblait perdre contact avec la réalité à cause de son obsession pour la relation. La fille montrait de plus en plus d'hostilité envers sa mère, ce qui inquiétait beaucoup Joanne. Troublée par les événements, la femme s'est tournée vers la police et a signalé la relation de sa fille avec l'homme adulte. Les officiers ont parlé avec Tyler, mais elle a tout nié et a affirmé que sa mère avait mal interprété la situation avec le déménagement dans la chambre d'un ami. Joanne a alors remis aux enquêteurs le journal intime de sa fille, où elle décrivait sa relation, ainsi qu'une serviette du lit de Tyler pour analyse ADN. Quand elle l'a appris, la fille a provoqué une violente dispute avec sa mère. Ce conflit fut le plus bruyant dans l'histoire de la famille Witt. Même les voisins s'en sont aperçus. Pendant la dispute, Joanne a appelé 2 fois les urgences pour signaler le comportement agressif de sa fille, mais a raccroché. Les agents de patrouille arrivés ont emmené Tyler au poste, mais l'ont libéré après quelques heures. Pendant ce temps, Joanne essayait de trouver une aide psychologique pour sa fille.
Il était évident que la femme cherchait toutes les possibilités pour améliorer la situation. Elle soupçonnait que les changements de comportement de l'adolescente pourraient être liés à la consommation de substances interdites. Joanne envisageait même de placer Tyler dans un établissement spécialisé pour jeunes. Après avoir reçu des refus partout, la femme décida de gérer la situation elle-même. La situation semblait se stabiliser. La fille s'est calmée sous la surveillance maternelle. Les jours suivants, Tyler appelait fréquemment Steven, qui évitait le contact en raison de l'attention policière. Elle se plaignait de maux de tête et de malaise, essayant d'éveiller sa compassion. Progressivement, le jeune homme s'est adouci. Pendant l'école d'été, il la rencontrait occasionnellement dans sa voiture. Quand il a remarqué que le contrôle maternel diminuait, Steven a repris ses visites à Tyler lorsque Joanne était au travail. Il escaladait la clôture et évitait d'être capté par les caméras de surveillance à l'entrée. La relation entre les amoureux n'a changé que sur un point. Ils devaient désormais se rencontrer en secret quand la mère n'était pas à la maison. Cela irritait énormément Tyler, qui n'avait jamais vécu une telle situation auparavant. Elle était convaincue que sa mère avait détruit son bonheur en lui interdisant de voir Steven. Tyler a trouvé des moyens de lui rendre visite en utilisant des rencontres avec une amie comme prétexte. Quand la mère a soupçonné que la relation continuait, elle s'est à nouveau tournée vers les autorités. Lors de l'interrogatoire, l'étudiante a nié sa relation avec son petit ami plus âgé. Steven n'a pas non plus admis sa relation avec elle. Sans preuve concluante, on a dû les laisser partir. Le 11 juin 2009, Joanne est rentrée du travail et a proposé à sa fille d'aller faire des courses. La femme, épuisée par les conflits constants, cherchait la réconciliation. Elle s'est excusée d'avoir lu le journal intime et a montré de la compréhension pour les sentiments de sa fille. Dans une tentative de réparer sa faute, la mère a acheté les sucreries préférées de sa fille, des bonbons et de la glace. Tyler semblait se réjouir de la réconciliation. De retour à la maison, la mère est allée dans sa chambre pendant que l'adolescente jouait aux jeux vidéo jusqu'à 10 heures du soir. Ensuite, quelque chose d'irrévocable s'est produit dans la maison. Le mode de vie retiré de Joanne a fait que son absence n'a d'abord suscité aucune inquiétude. Même quand elle n'est pas venue jeter au travail le 12 juin, personne ne s'est particulièrement inquiété. Les employés ont supposé qu'elle avait à nouveau des difficultés dans sa relation avec sa fille. Le superviseur a essayé de joindre Joanne, mais sans succès. Les collègues se sont souvenus de ses projets d'aller à la campagne avec sa fille. Ils ont expliqué ainsi l'absence de communication et ont décidé d'attendre jusqu'à lundi. Ce n'est que lorsqu'elle n'est pas venue au travail le 15 juin qu'un des hommes, qui l'avait aidé auparavant à expulser un locataire indésirable, s'est inquiété et a commencé à l'appeler. N'obtenant pas de réponse, il s'est adressé à la police le soir en demandant qu'on aille voir comment elle allait. La patrouille arrivée le soir n'a pas pu entrer dans la maison. Personne ne répondait. Ils n'ont pas trouvé de raison pour une entrée forcée. De l'extérieur, tout semblait calme, sans signe d'effraction. Les policiers ont décidé de contacter la famille. Le père de Joanne est venu rapidement et a ouvert la porte avec une clé de rechange. Dans la maison, ils ont découvert une scène triste. Joanne gisait inconsciente dans sa chambre. Les experts ont établi que l'incident s'était produit quelques jours auparavant. La climatisation fonctionnait dans la maison. Le coupable l'avait laissée allumée de manière prévisionnelle, ce qui a aidé à préserver les preuves. Le père a confirmé l'identité. C'était Joanne. Les techniciens criminels ont minutieusement examiné la scène de crime pendant que les enquêteurs interrogeaient les voisins et les proches. Les gens de son entourage décrivaient Joanne comme une femme aimable qui n'avait pas d'ennemis. Cependant, il s'est avéré que la relation avec sa fille était tendue et qu'il y avait des conflits. Peu avant l'incident,
Joanne avait déposé une plainte à la police contre le petit ami de sa fille. Ces circonstances ont dirigé l'attention des enquêteurs vers la fille Tyler et son petit ami Steven. Un avis de recherche a été émis pour le couple. Les collègues se souvenaient que Joanne était partie tôt lors de sa dernière journée de travail parce qu'elle voulait parler avec sa fille et améliorer leur relation. Elle restait optimiste et croyait qu'elle pourrait trouver un langage commun avec l'adolescente difficile. À ce moment-là, les jeunes s'étaient déjà cachés et mettaient leur plan à exécution. Le 17 juin 2009, ils flânaient nonchalamment devant un centre commercial à San Francisco où une patrouille les a repérés et arrêtés. Steven et Tyler ont été emmenés à Sacramento pour des interrogatoires séparés. Au début, ils ont nié toute implication dans l'incident. Ils ont feint l'ignorance et la surprise en apprenant ce qui s'était passé. Tyler a même essayé de simuler des larmes, mais pleurait à sec. Après confirmation des soupçons, ils ont été inculpés. Malgré le jeune âge de Tyler, seulement 14 ans, il a été décidé de la juger comme une adulte. Selon la loi de l'État, si sa culpabilité était prouvée, elle risquait la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, ils ont raconté différentes versions des événements. Selon le témoignage de Tyler, elle et sa mère s'étaient réconciliées ce soir-là et étaient allées dans leur chambre. Elle a joué aux jeux vidéo jusqu'à 22 heures. Avant d'aller se coucher, elle est allée voir sa mère et l'a trouvée endormie devant la télévision allumée. Un verre sur la table de nuit a provoqué la colère de la fille. La mère avait rompu sa promesse de ne pas boire. Tyler, en colère, a appelé son petit ami et a décidé d'agir. Elle a prévu de mélanger des somnifères dans la boisson. N'ayant pas trouvé de médicaments à la maison, elle s'est tournée vers Steven, qui venait de terminer son service. Après 15 minutes, il a apporté la préparation. Pendant que Tyler attendait, elle a broyé d'autres comprimés et les a ajoutés à la boisson, bien que ce ne soit plus nécessaire. Steven attendait dans la voiture près de la clôture. Quand il a parlé au téléphone avec Tyler, il a appris que la mère s'était réveillée. La jeune femme lui a demandé d'attendre 20 minutes, mais 40 sont passées. Tyler ne répondait ni aux appels, ni aux messages. Quand elle a rappelé, Steven a remarqué son état étrange. Elle haletait, pouvait à peine parler. Il a essayé de la calmer au téléphone sans comprendre la situation. Tyler lui a demandé d'entrer dans la maison. L'histoire de deux adolescents amoureux devenait de plus en plus confuse. La fille raconta qu'elle avait demandé au garçon d'entrer par l'entrée principale, ce qui était inhabituel. Normalement, il escaladait la clôture où ils se rencontraient habituellement. Steven se souvenait avoir joué avec les chiens dans la cour jusqu'à ce que Tyler l'invite à entrer dans la maison. Mais là s'arrêtaient tôt les similitudes dans leur récit. Selon la version de Tyler, son petit ami est immédiatement entré dans la maison de son propre chef. Elle affirma que Steven avait pris un objet de la cuisine et était allé voir sa mère. Selon le plan, ils devaient agir ensemble. Mais Tyler a perdu confiance et s'est caché dans la salle de bain. Elle se boucha les oreilles, se balança d'avant en arrière et fredonna une mélodie pour ne pas entendre ce qui se passait dans la maison. Steven raconta une histoire différente. Apparemment, Tyler ouvrit la porte en vêtements souillés quand il arriva. Selon ses dires, elle avait déjà résolu le conflit avec sa mère par elle-même à ce moment-là. Le garçon aida à brûler les vêtements souillés dans la cheminée. Ensuite, Tyler se rafraîchit sous la douche, se changea et ils allèrent au parking le plus proche. Là, le couple essaya de se reposer avant le voyage prévu. La version de la fille différait légèrement. Elle dit qu'ils s'étaient tous les deux changés, avaient éliminé les preuves dans la cheminée et s'étaient douchés. Le lendemain, les adolescents discutèrent d'un voyage à San Francisco. Cet endroit leur semblait idéal, mais ils avaient besoin de temps pour se préparer.
C'est pourquoi ils décidèrent d'éliminer le seul obstacle, la mère de Tyler. Le plan consistait à lui donner d'abord des somnifères, puis à exécuter ce qui était prévu. Pendant leur fuite, Tyler commença par teindre ses cheveux en noir. Puis ils rencontrèrent leur ami commun Matt. Au début, ils ne parlèrent que de plans de voyage, sans entrer dans les détails. Plus tard, les amoureux décidèrent de se confier à leur meilleur ami. Cette confession devint l'une des preuves les plus importantes contre eux. Steven informa Matt qu'il avait commis les actes contre Joanne. Mais les deux suspects s'accusaient mutuellement. L'affaire s'avéra extrêmement déroutante pour l'enquête. Les experts trouvèrent des traces d'ADN sous les ongles de Joanne, probablement laissées lors de la légitime défense. L'analyse ne produisit pas de résultats concluants. Le matériel n'était pas suffisant pour une identification précise. La technologie de l'époque permettait seulement de déterminer qu'il s'agissait d'ADN masculin. L'accusation considéra cela comme une preuve de l'implication de Steven dans l'incident. Cependant, la défense fit appel à un autre expert qui contesta cette conclusion. L'ADN masculin aurait pu provenir d'un contact normal de Joanne avec un homme bien avant l'incident. La défense a activement utilisé tous les aspects ambigus de cette affaire. Une attention particulière a été accordée à la question de l'interdiction de présenter le journal intime de Tyler. La situation s'est développée défavorablement, c'est pourquoi en septembre 2010, Tyler a accepté la proposition de l'accusation sur les conseils de son avocat. Après un an de détention, elle a réexaminé sa position. Selon l'accord, Tyler devait témoigner contre Steven et confirmer sa participation à l'incident de premier degré. En échange, elle a reçu une accusation de deuxième degré. Pour cela, elle risquait jusqu'à 25 ans de prison. L'accord a été signé le 17 septembre 2010. Les audiences dans l'affaire Steven ont commencé le 17 mai 2011. Les avocats de Steven ont affirmé que leur client n'avait jamais montré d'agression envers la mère de sa bien-aimée. Au début, il existait une relation cordiale entre eux. La femme le traitait comme un fils et le voyait comme un ami de sa fille. La situation a changé après qu'elle ait appris la relation romantique des jeunes. La défense a insisté sur le fait que la principale initiatrice était la jeune femme, qui avait invité le jeune homme à vivre chez elle. Elle a convaincu sa mère, s'est comportée de manière provocante et n'a pas caché sa proximité avec son ami, ce qui a conduit à des désaccords. Steven, selon leurs mots, évitait toujours les conflits. Les avocats ont présenté Steven comme un étudiant prometteur et futur professeur de mathématiques. Il travaillait dur et étudiait à l'université jusqu'à ce qu'il rencontre la persistante Tyler qui, selon sa version, l'a impliqué dans une histoire désagréable. Lors de l'audience, Steven a expliqué que Tyler s'était présenté comme plus âgé lors de leur première rencontre. La jeune femme paraissait effectivement plus âgée, et au début, il la croyait du même âge que lui. Quand il a appris qu'elle avait 14 ans, Steven était déjà émotionnellement attaché et ne pouvait pas mettre fin à la relation. Il a affirmé que Tyler trompait constamment tout le monde autour d'elle, y compris lui et sa mère. Le plus important, l'accusé a nié sa participation à l'incident. Selon ses mots, en entrant dans la maison, il a vu Tyler dans des vêtements souillés et Joanne était déjà inconsciente. La jeune femme a avoué l'acte et a demandé de l'aide pour faire ses bagages avant le départ. Elle lui a remis un ustensile de cuisine à nettoyer. C'est pourquoi ses empreintes digitales y sont restées. L'accusé a insisté sur le fait qu'il ne s'était pas approché de la femme. La seule chose dont il a reconnu sa culpabilité était de ne pas avoir arrêté sa petite amie pendant la planification, de l'avoir aidée à s'enfuir et de ne pas avoir informé les autorités. Le défenseur a souligné que Tyler, en tant que manipulatrice habile et inventrice gâtée, avait pu l'impliquer dans son plan.
Cela a été confirmé par son comportement envers sa mère et son entourage, et le jeune homme, poussé par le désir de protéger sa bien-aimée, a assumé la responsabilité devant ses amis sans reconnaître la gravité de la situation. En analysant les dossiers de l'affaire, la défense a accordé une attention particulière aux journaux intimes de Tyler. Dans ceux-ci, la jeune femme exprimait à plusieurs reprises son attitude extrêmement négative envers Joanne. Ses écrits indiquaient un caractère prémédité des actions. Le père de Joanne a raconté que sa fille prenait extraordinairement soin de Tyler et s'efforçait de lui offrir une meilleure vie. Mais au lieu de gratitude, Tyler montrait chaque année plus d'insolence et de désobéissance. De nombreuses connaissances ont confirmé les paroles du père de Joanne et ont également témoigné du caractère difficile de Tyler. Un ami de la famille a été une fois témoin de son comportement physiquement agressif et violent envers sa mère. Joanne n'a pas réagi. Toutes ces situations blessaient profondément la femme. Elle se retirait souvent pour pleurer, parfois se calmait avec des boissons alcoolisées. Cependant, les proches les soulignaient que Joanne ne buvait pas excessivement et restait toujours modérée. Après avoir accepté de coopérer avec les enquêteurs, Tyler a témoigné contre son petit ami. Selon ses dires, elle et Steven sont entrés dans la chambre de la mère avec des ustensiles de cuisine dans les mains. Cependant, Tyler aurait eu peur au dernier moment et aurait disparu pour ne pas entendre ce qui se passait. Ainsi, la jeune femme a transféré la responsabilité principale à son petit ami. Les avocats de Steven ont interprété les déclarations de Tyler comme une tentative d'obtenir l'indulgence plutôt que d'établir la vérité. Selon l'accord avec les enquêteurs, elle devait indiquer l'emplacement de l'objet du crime. Matt a été le dernier à le voir lorsque le couple a partagé avec lui les détails de l'incident. C'était avant leur départ pour San Francisco. Tyler a affirmé qu'ils avaient quant à jeter l'objet dans le système d'évacuation des eaux pluviales. Cependant, la recherche est restée infructueuse. L'objet du crime aurait pu être emporté par le courant d'eau ou les déclarations étaient fausses. Les enquêteurs ont porté leur attention sur les particules d'ADN masculin trouvées sous les ongles de Joanne en l'absence d'ADN féminin. En principe, ces traces biologiques ne pouvaient pas servir de preuve définitive. Le procureur a insisté sur la culpabilité de Steven. Pour soutenir cette version, des faits concernant l'isolement social du jeune homme, ses problèmes de communication, l'absence d'amis et son comportement généralement étrange ont été présentés. Un journal intime de Steven a été trouvé dans lequel il écrivait sur son amour illimité pour Tyler et sa volonté d'être prêt à toutes les actions pour elle. Selon l'accusation, ces écrits pourraient indiquer ses intentions. Le 14 juin 2011, les jurés se sont retirés dans la salle de délibération. La discussion a duré plusieurs heures. Après la session, le verdict a été annoncé à Steven, coupable au premier degré. En quittant le palais de justice, sa mère n'a pas pu retenir ses larmes. À côté d'elle se tenait le père de Joanne, qui tenait Tyler pour responsable de tout. L'homme âgé était particulièrement bouleversé par la façon dont sa petite-fille Joanne était décrite. Elle aurait abusé de l'alcool et montré de l'agressivité envers son propre enfant. Il a catégoriquement contredit cette caractérisation. Selon ses mots, la femme avait consacré toute sa vie au bien-être de sa fille, mais s'était retrouvée confrontée à des conséquences irréparables. Le 12 août de la même année, le prononcé du jugement a eu lieu. Steven a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à Tyler, elle a conclu un accord avec les enquêteurs et a plaidé coupable au second degré. La jeune femme a renoncé à la fois à un procès avec jury et au droit d'appel. Malgré l'expression d'un profond remords, elle est restée extérieurement impassible pendant le procès. Cependant, les experts ont expliqué cela par la prise prolongée de tranquillisants nécessaires pour stabiliser son état mental. Le tribunal a imposé à Tyler Witt une peine de 15 ans d'emprisonnement. En août 2022,
Elle a reçu la possibilité de demander une libération conditionnelle. La commission a approuvé sa demande et aujourd'hui, elle est en liberté. Il n'y a pas d'informations sur la suite de sa vie.